de luxe, qu'il s'agisse de santé, pour une table ronde un petit peu plus tard. Donc question bfg@gmail.com. Pour le moment suivant, j'invite des personnes spécialistes de l'économie circulaire à nous rejoindre sur scène. On va faire un petit dialogue, si vous le voulez bien, entre Sarah Diane et Pierre. Alors, je vous invite à vous installer. Le temps que Sarah Diane arrive, ça me laisse tout juste le temps de regarder effectivement dans mon smartphone ce que Wikipédia appelle l'économie circulaire. On a vu plus de démocratie, plus de droits, plus de souveraineté. Okay, alors l'économie circulaire, un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et qui s'inspire notamment des notions d'économie verte, d'économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie industrielle. Ça veut dire que le déchet d'une industrie doit être recyclé en matière première d'une autre. Pierre, toi qui travailles chez EcoDDS, je pense que ce terme d'économie circulaire ne t'est pas totalement étranger. Est-ce que tu peux déjà nous préciser ce que vous faites chez EcoDDS ? Alors déjà, c'est une définition bien compliquée de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est soit du recyclage pur, et prenez l'exemple de la canette d'aluminium qui redevient de l'aluminium, et vous pouvez le faire 1 milliard de fois, elle reviendra toujours de l'aluminium. Donc on peut fabriquer comme ça, autant de fois qu'on veut. Il y a ce que j'appelle moi le décyclage. J'ai des plastiques et je vais les transformer en vêtements, en polaires. Alors ça finira comme un déchet, hein, c'est pas complètement vertueux, mais c'est mieux que de jeter bêtement. Et puis le troisième, c'est ce que j'appelle la valorisation. Donc on peut en faire de la valorisation, on peut faire de l'énergie, on peut faire de l'électricité par exemple à partir de déchets. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a fait en 10 secondes le tour de ce qu'est l'économie circulaire, un peu plus facile que sur Wikipédia. Et ce qu'on fait nous, on est un éco-organisme, on s'appelle donc EcoDDS, on travaille dans les déchets chimiques. Et en fait, c'est un éco-organisme qui a été constitué, fabriqué par des gens qui vendent des produits aux consommateurs. Donc vous en achetez tous, hein, des pots de peinture. Alors dans l'univers du bricolage et du jardin, des pots de peinture, des cols, des mastiques, etc. quand vous refaites un appartement. Ou bien dans un jardin, ça peut être des engrais, ça peut être, même si on essaie d'en utiliser de moins en moins, il reste toujours un peu de produits phytosanitaires, etc. Et donc une fois que vous êtes avec les déchets issus de vos travaux, eh bien, vous allez les rapporter dans un point de collecte, qui peut être par exemple une déchetterie municipale, qui peut être dans certains cas un point de collecte en magasin. Et notre rôle, c'est ensuite d'aller les collecter, puis de les ramener sur 40 plateformes en France et de les orienter vers les bons exutoires. Quels sont les revenus en fait qu'on a pour faire ça ? C'est tout simplement ce qu'on appelle une éco-contribution. Donc sur chaque produit que vous achetez ou sur chaque tonne de produits vendus dans notre cas, on perçoit une petite somme qui permet de gérer ce cycle de fin de vie du produit. Alors tu as la chance d'avoir à tes côtés une experte. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Bah voilà, non, voilà. On en a quand même plusieurs sur scène aujourd'hui. On a essayé de mixer un peu. Toi qui a les mains dans le cambouis, si j'ose dire, tu m'excuseras de ce jeu de mots un peu facile. Concrètement, puisque tu as une experte à côté de toi, est-ce qu'il y a des frustrations, des choses au quotidien où tu te dis peut-être que les technologies pourraient m'aider ? Le Graal, quand on est un éco-organisme, ça serait de dire, alors je ne sais pas si c'est possible, mais ça serait de dire, que ce soit la canette d'aluminium de tout à l'heure ou donc vous avez compris un pot de peinture, comment est-ce qu'on s'assure que le produit qu'on achète, d'abord, il a bien payé sa contribution ? Est-ce que le fabricant ou le distributeur a fait sa déclaration et est-ce qu'il n'est pas fraudeur ? Ensuite, le consommateur, une fois qu'il l'a consommé, il va le ramener dans un point de collecte. Est-ce que c'est bien un point de collecte agréé finalement et un point de collecte qui a toutes les chances pour qu'ensuite cette collecte se passe correctement ? Et puis ensuite, vous avez toutes les étapes qui continuent, la plateforme, le bon exutoire. Et comment on s'assure au fond que quand on fait ou comment on assure au consommateur que quand on fait son geste de tri, ce déchet, il ne va pas terminer au fin fond de la Sicile ou au fond de la mer. Et donc, il y a peut-être là, j'ai entendu beaucoup tout à l'heure de choses sur l'horodatage, sur la sécurité, je repense à la table ronde sur les élections. Est-ce que la blockchain, ce n'est pas un moyen finalement de sécuriser l'ensemble de ce processus, de le rendre transparent et de garantir à chacun qu'il respecte bien les bonnes étapes ? Il y a
Tout d'abord, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui quels sont les moyens qui existent pour justement partager l'information entre les différents acteurs de cette économie. Et est-ce que justement nous sommes dans un cas où nous avons des acteurs qui ne se font peut-être pas confiance, où nous avons besoin en fait, de vérifier en permanence l'exactitude de la donnée, et non pas seulement en tant qu'organisme qui centralise en fait, cette information, mais au sein de cette économie. Alors c'est vrai qu'on est un peu comme la SACEM, je pensais à la SACEM tout à l'heure, sauf que nous on est dans un monde physique, là où ils sont dans un monde probablement plus informel, enfin plus digital. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette chaîne. Finalement, on sert aujourd'hui de tiers de confiance. Donc, une des questions d'ailleurs qu'on peut se poser, c'est si on blockchainise tout ça, à la limite, nous, on pourrait disparaître, ce qui ne me gênerait pas plus que ça. Mais si on va au bout de la logique, on pourrait dire les acteurs se font suffisamment confiance pour qu'il n'y ait plus besoin d'un tiers de confiance. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on existe. Donc, on garantit que les déclarations sont faites par les entreprises qui mettent les produits sur le marché. On garantit que par des audits, que les déclarations sont exactes. Donc, ça suppose quand même toute une logistique de véracité et de traçabilité. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a des bordereaux de suivi de déchets qui sont d'abord des bouts de papier, c'est des CERFA. C'est pas très digital. Alors nous, on les a digitalisés, on les a rendus web quand même. Mais enfin bon, web, c'est pas blockchain. Et donc je ne sais plus qui disait tout à l'heure, un informaticien peut toujours bidouiller. Et un informaticien peut toujours vous transformer des fichiers ASCII, etc. Bon. Donc peut-être que là aussi, la blockchain pourrait amener un supplément de sécurisation. Pour que je me rende compte un petit peu aujourd'hui du nombre de contributeurs que vous avez dans cet écosystème, on a quoi comme en nombre d'entreprises ou de personnes? En nombre d'entreprises. En nombre d'entreprises, on a 800 entreprises qui font des déclarations de produits vendus. Et on a une quarantaine de collecteurs et gens qui font du traitement. Et puis on a 600 collectivités territoriales, 3200 déchetteries municipales. Donc ça commence à faire un petit peu de monde quand même. Ok. Les déchetteries municipales, c'est les points de collecte, c'est ça C'est ça. D'accord. Les magasins aussi, donc ça fait. Il y a eu des cas de fraude, justement, que vous avez... Alors on essaye qu'il n'y en ait pas. Par définition, s'il y a des fraudes, elles sont soit non détectées par nous, soit on les a corrigées à travers des audits, par exemple. Et la nécessité en fait, de simplifier ces audits aujourd'hui, de les automatiser, existe ? Ouais, c'est vrai que c'est assez lourd. C'est assez lourd et finalement, on aimerait consacrer plus d'argent à rechercher comment mieux recycler ces déchets plutôt qu'à mieux contrôler les gens. Au fond, vous savez, il vaut mieux faire. Enfin, on passe beaucoup de temps en France à contrôler plus qu'à faire. Et je crois que si la blockchain pouvait nous aider à ce qu'on passe plus de temps à investir réellement dans le recyclage des déchets, dans le retraitement, plutôt que dans le contrôle du fait qu'on ait bien fait les choses administrativement, ce serait déjà pas mal. Vous, du coup, vous parlez du Graal, de pouvoir tracer en fait, ces différents échanges, de permettre de les auditer facilement. Ça, effectivement, il y a certaines bases de données, dont celles auxquelles s'apparentent les protocoles utilisant la blockchain, qui pourraient convenir. Mais est-ce qu'il y a dans cette économie un point particulier que vous voulez renforcer, c'est-à-dire un point de rupture où finalement la boucle ne se fait pas Si on part de la base, une des questions qu'on a, c'est, vous savez, on est tous ici des citoyens consommateurs. Si je pose la question dans la salle, est-ce que vous êtes tous prêts à trier vos déchets? Je pense que j'aurai 100% de mains qui se lèvent. Et la vraie question, c'est si je pose la question, qui réellement trie ces déchets et qui le fait et qui va faire l'effort d'aller dans une déchetterie municipale ramener ces déchets, j'aurai beaucoup moins de mains déjà. Donc une des autres questions qu'on se pose, nous, c'est quelle est la valeur de ce geste de tri et est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, faire un système de récompense ou de reward. On parle souvent de récompense dans le monde des communautés, voilà, pour inciter le consommateur. Est-ce que les marques ont un intérêt à montrer que les consommateurs rapportent les déchets, etc. Et comment finalement on arrive à mettre ensemble ces communautés? Alors, à partir du moment où il y a un reward effectivement qui circule et où il devrait y avoir des règles du jeu définies entre les distributeurs, à la fois les points de collecte, et qui permettraient à des utilisateurs à la fois d'être effectivement incentivés
à venir recycler, mais aussi de se dire, si je recycle, non seulement je vais avoir un reward, mais je vais aussi pouvoir vérifier la traçabilité de ce que je fais. Parce que je pense qu'un des pain points, ça peut être aussi de se demander quelle est effectivement la destination du produit. Et dans ce cas-là, à partir du moment où les... Excusez-moi, je suis désolé, c'est pas pour le temps cette fois-ci, je veux juste vous informer de quelque chose qui est en train de se passer parce que ça explose de partout. Sur ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, pendant qu'on se parle en ce moment, il y a un énorme incendie à la cathédrale de Paris Notre-Dame, à tel point que le président Macron a décidé de reporter son intervention d'il y a 20 heures. Donc voilà, si vous entendez des sirènes, si votre téléphone sonne, c'est parce qu'il se passe des choses un petit peu graves dans Paris. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que ça clignote de partout. Je suis désolé, je vous laisse terminer. On parlait de reward, on parlait de... Oui, c'est difficile, je suis désolé. On parlait de comment est-ce qu'on pouvait, grâce à la technologie, améliorer, inciter les gens. Est-ce qu'on créerait pas des valeurs, des tokens finalement pour ces rewards ? Et au passage, puisque on y réfléchit ensemble, il n'y a pas que les gens, il y a aussi des rewards qui pourraient être entre les différents acteurs B2B, vous voyez, de la chaîne. C'est comment finalement, quand je suis plus vertueux, quand je suis meilleur, par exemple mes audits sont meilleurs, je parlais d'audits tout à l'heure, est-ce que je peux en tirer une valeur supplémentaire ? Moi, de ce que je connais de mon domaine de compétences, je ne suis pas une experte de la blockchain dans sa globalité, mais il y a certaines parties que je maîtrise, notamment dans la mutualisation de rewards qu'on fait chez Sandblock, pour permettre aujourd'hui à des entreprises de se lier et de faire circuler des points, que ce soit des points de fidélité, des discounts, etc. La raison pour laquelle une blockchain peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y a des données qui peuvent avoir une valeur économique et financière et qui sont partagées et sur lesquelles effectivement il faut avoir une possibilité de retracer cette valeur, puisqu'il y a un enjeu économique fort qui existe. Ça représente en termes d'éco-contributions par an. Les contributions chez nous, c'est un peu plus de 40 millions d'euros annuels. D'accord. Donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est en moyenne, on va dire, 1% du prix du produit qui est acheté en magasin. Et est-ce que des systèmes parallèles existent dans d'autres pays, en Europe ou dans le monde ? Alors les seuls qui ressemblent à nous, vous Ouais. voulez dire, ou aux filières, enfin les éco-organismes en général, ouais, voilà. qui ressemblent à nous, il y en a. Je suis allé visiter PaintCare aux États-Unis. Vous en avez un qui existe aussi au Canada, et puis vous en avez un en Australie. On est quatre dans le monde. Ce qui est pas mal, je tiens à le dire, la France est quand même très en avance sur ces produits chimiques, puisque sur le nombre de pays qui existent, sur 200 pays dans le monde, il n'y en a que 4 qui ont mis en place une filière comme celle-ci. Alors je suis désolé, on va arriver là malheureusement au bout du temps qui nous est imparti. J'avais une dernière question, moi. Ah pour la vas-y, mais spécialiste. rapide. J'en ai une qui me turlupine, parce que évidemment vous imaginez que cette question de la blockchain nous percute, surtout dans nos métiers. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est simple et ergonomique ? Parce qu'en fait, moi je suis allé regarder, comme beaucoup d'entre vous je pense, je suis allé sur des plateformes, j'ai essayé d'ouvrir un compte Bitcoin, j'ai un peu galéré comme je pense un certain nombre de gens. Et je crois qu'une des clés qui fera vraiment changer les usages et qui fera accélérer les choses, c'est si on a des entrepreneurs qui sont capables de faire un truc qui est pas un smart machin, si vous voulez, où personne, à part 3 spécialistes dans l'entreprise, comprennent quelque chose. Et franchement, donc je sais que chez Sunblock, vous êtes à fond là-dessus, mais vraiment, je le dis à toute la communauté des gens qui sont dans la blockchain, faites un truc simple, parce qu'un chauffeur qui collecte des déchets, un agent de déchetterie municipale, il va jamais rentrer un code avec 18 chiffres et se taper 5 clics avant de pouvoir faire quelque chose. Nous, par exemple, chez Sunblock, on n'utilise même pas le même nom pour décrire notre protocole blockchain. Et l'usage qui en est fait, on a une application qui s'appelle Surprise. Donc on ne peut rien relier à la blockchain via le nom Surprise, quoique parfois. Mais en fait, c'est pas est-ce qu'on peut le faire, c'est il faut le faire
pour l'adoption de ces nouvelles technologies, en fait, la blockchain ne doit pas apparaître. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir garantir la confiance, la traçabilité avec des moyens simples, sans parler de wallet, sans parler de cryptographie, sauf bien sûr pour des gens comme moi qui sont passionnés. Mais pour le grand public, si on commence à les faire rentrer sur des nouvelles adoptions sans utiliser leur code, leur façon aujourd'hui d'utiliser des outils qui, depuis 20 ans, sont travaillés pour être extrêmement simples, avec des UX parfaites, presque une psychologie de l'utilisateur qui va être amené à avoir tel ou tel comportement face à un produit, c'est sûr que l'adoption ne pourra pas se faire. Et je pense que ça s'applique dans le B2C, mais dans le B2B aussi, on doit réaliser des usages simplifiés et faciles à prendre en main. Alors, sauf si ça existe déjà, moi j'aurais une suggestion à faire, elle vaut ce qu'elle vaut, puisque j'ai vu qu'il y avait, c'est pas France Digital, Crypto Asset, Powered by Crypto Assets me suffirait amplement sur une application. Le reste, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe derrière. Donc, si vous voulez, on parlait de label tout à l'heure. Si vous pouviez créer un mini label qui dise Powered by Crypto Assets ou quelqu'un d'autre, hein, j'en sais rien. Vous voyez, ou Crypto Asset Inside, comme certains ont essayé sur les processeurs, ça serait super. Un grand merci à vous deux. Merci.